Chris se figea lorsque la porte du garage grinça en s'ouvrant. Sa femme depuis près de 3 décennies, Angela, entra d'un pas léger, ses talons hauts résonnant sur le carrelage. Un grand homme plus jeune la suivait tel une ombre. « Que fais-tu à la maison ?» La voix d'Angela débordait de surprise, teintée de quelque chose d'autre, de l'agacement, peut-être. Les yeux de Chris balayèrent sa femme. Du haut de son 1,75 m, elle imposait par sa silhouette dans son chemisier blanc impeccable et sa jupe crayon noir. Ses cheveux auburn cascadaient sur ses épaules, encadrant un visage qui attirait toujours les regards après toutes ces années. Il ne put s'empêcher de remarquer un bouton supplémentaire d'effet sur son chemisier, offrant un aperçu alléchant de ce qui se cachait en dessous. Les talons de 7,5 cm qu'elle portait accentuaient ses jambes déjà impressionnantes et rehaussaient son postérieur. L'esprit de Chris s'emballa, cherchant une réponse pleine d'esprit. « Je vis ici », plaisanta-t-il, une pointe de sarcasme dans la voix. Le visage d'Angela s'assombrit d'irritation, une expression devenue trop familière ces derniers temps. « Je veux dire, pourquoi es-tu à la maison à 15h30 ?» Alors qu'elle parlait, son compagnon se faufila autour d'elle, se positionnant à ses côtés. Chris se prépara à un regard suffisant de l'étranger mais fut surpris de voir de l'inquiétude marquée sur son visage à la place. Visiblement, les choses ne se déroulaient pas comme prévu. « Je pourrais te poser la même question », répliqua Chris, un sourcil arqué. « N'es-tu pas rentré un peu tôt toi-même ?» La tension dans la pièce était palpable alors que le trio se tenait dans un triangle maladroit, chacun attendant que l'autre brise le silence. L'esprit de Chris divagua vers le jour où il avait rencontré Angela pour la première fois. Elle était l'assistante administrative de 4 hauts dirigeants, l'accompagnant à des heures de réunion dans la suite de direction. Par un caprice, il l'avait invitée à dîner alors qu'elle le ramenait au hall. Le reste, comme on dit, était de l'histoire ancienne. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Alors qu'il observait l'homme à côté de sa femme, Chris ne put s'empêcher de ressentir un mélange de colère et de curiosité. Qui était cet intrus et que faisait-il chez eux? Angela éclaircit sa gorge, rompant le silence tendu. « Chris, il faut qu'on parle. » Les mots planaient dans l'air comme un nuage d'orage, chargé d'implications non dites. Chris hocha lentement la tête, son visage masquant le calme malgré la tourmente intérieure. « Je vois, » dit-il, sa voix posée. « Et je suppose que votre ami ici fait partie de cette discussion ?» L'étranger se déplaça mal à l'aise, son inquiétude initiale se transformant en quelque chose de plus proche de la peur. « Bien, » pensa Chris. « Qu'il se tortille. Nous devrions nous asseoir, » suggéra Angela, désignant le salon. « Cela risque de prendre un certain temps. » Alors qu'il se dirigeait vers le canapé, Chris ne pouvait s'empêcher de sentir que son monde était sur le point d'être bouleversé. Peu importait à Angela, il avait aussi quelques surprises en réserve. Angela et son mystérieux homme s'installèrent sur le canapé, leurs corps tournés l'un vers l'autre d'une manière qui faisait bouillir le sang de Chris. Il prit une profonde inspiration, essayant de repousser la colère grandissante et le dégoût dans un coin tranquille de son cœur. « Commençons par les présentations, d'accord ?» dit Chris, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Qui est ton ami, Angela ?» L'homme se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. « Je suis Michael Browner, » dit-il en tendant la main. « Je suis le nouvel avocat chez Kellermanson. Je travaille étroitement avec Angela depuis quelques mois. » Chris ignora la main tendue, ses yeux rivés sur Angela. « Oh, je parie que oui, » marmonna-t-il. Angela se déplaça sur sa chaise, ses yeux allant de Chris à Michael. « Chris, s'il te plaît. Nous sommes venus ici pour parler. Pour expliquer. » « Expliquer quoi, exactement ?» demanda Chris, sa voix dangereusement calme. « Comment tu as été en train de te faufiler dans mon dos? Comment tu t'es moqué de moi ?» Michael tenta d'interrompre, mais Chris le coupa d'un regard. « Je parle à ma femme, mon pote. Toi, tu restes là et tu fais joli. » Le visage d'Angela rougit de colère. « C'est assez, Chris. Ce comportement doit cesser. » Chris laissa échapper un rire amer. « Mon comportement? C'est drôle venant de toi, Angie. Ou devrais-je t'appeler ONG maintenant? C'est ainsi que ton nouvel ami t'appelle, n'est-ce pas? »
Angela tressaillit à ce surnom. Comment as-tu su termina Chris pour elle. Je sais beaucoup de choses, Angela. Plus que tu ne le penses. Une atmosphère pesante s'installa dans la pièce. Chris pouvait voir les rouages tourner dans la tête d'Angela, essayant de comprendre ce qu'il savait, depuis quand il le savait. Écoute, dit Michael, brisant la tension. Nous ne sommes pas venus ici pour nous disputer. Nous sommes venus pour parler de l'avenir. Chris leva un sourcil. L'avenir? Et quel avenir serait-ce? Angela prit une grande inspiration. Chris, je vois Michael depuis un moment maintenant. Ce n'était pas prévu, ça c'est juste. Produit. Les mots frappèrent Chris comme un coup physique, mais il refusa de le montrer. À la place, il arbora un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Eh bien, n'est-ce pas merveilleux? Et moi qui pensais que nous étions heureusement mariés depuis 28 ans. Nous l'étions, dit rapidement Angela. Nous le sommes. C'est juste, les choses ont changé. Chris se renversa dans sa chaise, observant le couple sur le canapé. Les choses ont changé, répéta-t-il. C'est une façon de le dire. Michael se racla de nouveau la gorge. Monsieur Harrington, je sais que c'est difficile, mais nous essayons d'être honnêtes ici. Chris tourna son regard vers Michael, ses yeux froids. Honnête? C'est un grand mot pour un homme qui couche avec la femme d'un autre. Dis-moi, Michael, ta femme sait que tu es ici? Le visage de Michael perdit ses couleurs. Je ne suis pas marié. Non? Demanda Chris, feignant la surprise. C'est drôle, parce que j'aurais juré avoir entendu quelque chose à propos d'une docteure, Cynthia Browner à Détroit. Ça te dit quelque chose? La couleur quitta le visage de Michael alors qu'Angela se tourna vivement vers lui. Michael? De quoi parle-t-il? Chris ne put s'empêcher de ressentir une pointe de satisfaction devant le chaos qui se déroulait devant lui. Oh, ai-je touché une corde sensible? Désolé. Allez, continuez avec vos explications. Je suis tout oui. Angela se tourna de nouveau vers Chris, les yeux flamboyants. Depuis combien de temps le sais-tu? À propos de nous, je veux dire. Chris haussa les épaules. Assez longtemps. Mais s'il te plaît, ne laisse pas cela t'empêcher de tisser le récit que tu as concocté. Michael se leva brusquement. C'était une erreur. Nous n'aurions pas dû venir ici comme ça. Assieds-toi, grogna Chris, sa voix empreinte d'autorité. À sa surprise, Michael obéit. Angela tendit la main et prit celle de Michael, un geste qui fit tourner l'estomac de Chris. Chris, je sais que c'est difficile à entendre, mais je crois que je suis amoureuse de Michael. Les mots planaient dans l'air comme un gaz toxique. Chris sentit son monde basculer, mais refusa de le montrer. Au lieu de cela, il laissa échapper un petit rire. Amour? Répéta-t-il. Tu penses être amoureuse? D'un homme que tu connais à peine? D'un homme qui te ment depuis le début? Le front d'Angela se plissa. De quoi parles-tu? Chris se leva, se dirigeant vers un bureau à proximité. Il sortit une chemise manille et la jeta sur la table basse devant eux. Pourquoi ne regardes-tu pas par toi-même? Les mains tremblantes, Angela ouvrit la chemise. Ses yeux s'agrandirent en parcourant le contenu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, dit Chris, sa voix froide, c'est la vérité sur ton cher Michael. La femme, les enfants, la série d'aventures dans chaque emploi qu'il a eu. Tout est là, noir sur blanc. Michael se jeta sur la chemise, mais Chris fut plus rapide. Il l'arracha, la tenant juste hors de portée. Ah, 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 réprimanda-t-il. Nous ne voudrions pas endommager les preuves, n'est-ce pas? Le visage d'Angela était devenu pâle, ses yeux allant de Chris à Michael. Est-ce vrai? Murmura-t-elle. Le silence de Michael fut toute la réponse dont elle avait besoin. Chris ressentit une satisfaction perverse en regardant leur monde soigneusement construit s'effondrer autour d'eux. Mais il n'en avait pas fini. Pas de loin. Maintenant, dit-il, sa voix étrangement calme, pourquoi ne parlerions-nous pas de ce qui se passe ensuite? Chris se rassit dans son fauteuil, un éclat prédateur dans les yeux. Parlons de l'avenir, n'est-ce pas? Ton avenir, pour être précis. Angela redressa son dos,
essayant de retrouver un peu de contenance. Chris, je sais que tu es en colère, mais nous pouvons arranger les choses. Nous sommes ensemble depuis 28 ans. Et tu as tout jeté par la fenêtre pourquoi? Interrompit Chris. Un menteur tricheur qui ne peut pas tenir son pantalon? Michael se raidit. Attends une minute. La ferme, coupa Chris. Les adultes parlent. Il reporta son attention sur Angela. Tu sais, j'ai moi aussi réfléchi ces derniers temps. À notre mariage, notre vie ensemble. Et j'ai pris une décision. Angela se pencha en avant, l'espoir vacillant dans ses yeux. Oui? Le sourire de Chris était glacial. Je veux le divorce. Le mot planait dans l'air comme une lame de guillotine. Le visage d'Angela se décomposa. Chris, non. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Je mettrai fin à tout avec Michael, je te le jure. Trop peu, trop tard, ma chère, répliqua Chris, sa voix dégoulinant de mépris. Il tendit la main vers la télécommande sur la table d'appoint, la pointant vers la télévision. L'écran s'est allumé, révélant une réunion Zoom en cours. Peter, Lou, est-ce que vous m'entendez? Demanda Chris. Deux visages sont apparus à l'écran, hochant la tête en signe d'approbation. Les yeux d'Angela se sont écarquillés de confusion. Chris, qu'est-ce que c'est que ça? Chris l'ignora, s'adressant plutôt aux hommes à l'écran. Messieurs, seriez-vous aimables de vous présenter à ma femme et à son ami? Le plus âgé des deux hommes éclaircit sa gorge. Madame Harrington, je suis Lou Baird. Je représente votre mari dans la procédure de divorce à venir. Angela poussa un soupir. Procédure de divorce? Mais nous n'avons même pas. Les documents ont déjà été déposés, continua Lou, sa voix clinique et détachée. Vous avez 48 heures pour obtenir une représentation légale et organiser la signification, sinon nous avancerons sans votre avis. Michael se leva, bombant le torse. Attendez une minute. Vous ne pouvez pas simplement. Asseyez-vous, Monsieur Browner, intervint l'autre homme à l'écran. Cela ne vous concerne pas. Chris ne put s'empêcher de sourire en voyant l'expression défaite de Michael. Oh, je suis désolé. Aurais-je oublié de mentionner? C'est Peter Kellerman. Votre patron. La couleur quitta le visage de Michael alors qu'il s'affaissait lentement sur le canapé. Lou continua, sa voix factuelle. Madame Harrington, nous invoquerons l'infidélité comme motif de divorce. Nous avons des preuves substantielles recueillies par un détective privé documentant votre liaison avec Monsieur Browner. Chris lança un autre dossier Manila sur la table basse. N'hésitez pas à le consulter à votre guise. Cela promet une lecture intéressante. Les mains d'Angela tremblaient lorsqu'elle tendit la main vers le dossier. Chris, je t'en prie. Nous pouvons arranger les choses. Nous n'avons pas besoin d'avocat. Oh, mais si, répliqua Chris, sa voix froide. Vous voyez, j'ai l'intention de faire respecter notre contrat de mariage. À la lettre. Le visage d'Angela blêmit. Le contrat de mariage? Mais c'était il y a des années. Sûrement ce n'est plus. Valide? Termina Chris pour elle. Oh que si. En fait, nous l'avons mis à jour tous les 2 ans, conformément aux directives de l'État. Votre signature est sur chaque mise à jour des 28 dernières années. Il se pencha en avant, ses yeux plongeant dans les siens. Tu devrais vraiment lire ce que tu signes, Angela. Peter prit la parole depuis l'écran. Monsieur Browner, compte tenu des événements récents, le conseil d'administration a décidé de mettre fin à votre emploi, avec effet immédiat. Vos effets personnels sont en train d'être emballés en ce moment même. Michael se leva d'un bond. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des droits. Vous avez le droit de garder le silence, plaisanta Chris. Je vous suggère de l'exercer. Lou éclaircit sa gorge. Madame Harrington, conformément à l'accord prénuptial, nous demanderons une répartition des actifs de 80 à 20 en faveur de Monsieur Harrington. Cela inclut la conservation de la maison, libre et claire. Les yeux d'Angela s'élargirent d'incrédulité. Mais, où suis-je censé aller? Pas mon problème, répondit Chris froidement. Vous avez 30 jours pour retirer vos effets personnels de la propriété. Peter prit à nouveau la parole, sa voix grave. Angela,
Je suis désolé, mais compte tenu des événements récents, nous avons décidé de supprimer votre poste à Hartford. La tête d'Angela s'est relevée. Quoi? Mais j'ai travaillé là-bas pendant 29 ans. Nous vous proposons un poste similaire dans notre établissement à Albany, New York, a continué Peter. Vous avez une semaine pour décider de la mutation et 30 jours pour effectuer le déménagement. Chris ne put s'empêcher de ressentir une pointe de satisfaction en voyant le monde d'Angela s'effondrer autour d'elle. Mais il n'en avait pas fini. Il pointa à nouveau la télécommande vers la télévision et un nouveau visage apparut à l'écran. Une belle femme blonde remplissait le cadre, son expression mêlant colère et détermination. « Dr Browner, dit Chris, m'entendez-vous » La tête de Michael s'est relevée, son visage figé d'horreur. « Cynthia » La femme à l'écran hocha la tête. « Je vous entends, Chris. »« Bonjour, Michael. » Michael se leva en titubant. « Cynthia, je peux m'expliquer. »« Épargne-moi, » répliqua Cynthia. « J'ai déjà entendu toutes tes explications. J'ai fini d'écouter. » Elle porta son attention sur Angela. « Madame Harrington, je présume ? Je pensais que vous devriez savoir que votre petit ami ici a pour habitude de coucher avec tout le bureau dans lequel il travaille. J'ai passé les dernières semaines à compiler une liste de toutes ces liaisons. Aimeriez-vous l'entendre ? » Le visage d'Angela était devenu livide. Elle secoua la tête en silence. Cynthia continua, sa voix froide. « Michael, j'ai entamé une procédure de divorce. Attends de recevoir la convocation dans les prochains jours. Je garde la maison et les enfants. Inutile d'essayer de contester. » Les jambes de Michael lâchèrent, et il s'effondra de nouveau sur le canapé. « Cynthia, je t'en prie. Nous pouvons arranger ça. Comme les 3 dernières fois » railla Cynthia. « Je ne crois pas. Au revoir, Michael. » L'écran devint sombre, laissant la pièce dans un silence stupéfait. Chris se leva, s'étirant avec désinvolture. « Eh bien, je ne sais pas pour vous deux, mais je meurs de faim. Je pense que je vais aller chercher à dîner. » Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant pour regarder en arrière le couple abasourdi sur le canapé. « Oh, et Angela ? Je m'attends à ce que tu sois parti quand je reviendrai. Tu as 2 heures. » Sur ces mots, il sortit, laissant derrière lui les décombres de son mariage et les illusions brisées de 2 amants en devenir. Alors que la porte se refermait derrière lui, Chris s'accorda enfin un petit sourire satisfait. La vengeance, décida-t-il, était bel et bien un plat qui se mange froid. Nous espérons que vous avez aimé la première histoire. Prêt pour un autre récit captivant ? Ne partez pas. Vous ne voudrez pas manquer cela. Jim Reynolds se tenait au bord de sa vie, un homme de 56 ans usé par le temps, au corps robuste d'un homme qui avait vu sa part de bataille. Sa taille de 1,63 mètres ne rendait pas compte des géants auxquels il avait fait face, tant dans la guerre que dans le terrain traître de l'amour. Pendant 22 ans, il avait été lié à Kelly, une femme qu'il avait autrefois cru être son âme sœur. Kelly, maintenant âgée de 45 ans, était une vision de cheveux dorés et d'yeux azur, son corps de 1,57 mètres un témoignage de l'ironie cruelle de la nature, conçue pour la passion, mais aussi froid qu'un hiver de Nouvelle-Angleterre. Dans les moments de calme où ils étaient seuls, Jim avait chéri leurs rencontres intimes, savourant chaque contact comme s'il pouvait être le dernier. Peu savait-il à quel point ses sentiments se révéleraient prophétiques. Les murmures de son passé résonnaient dans les couloirs de son esprit, 8 ans dans les forces spéciales, où il était devenu un maître de la destruction, suivi de 6 ans à naviguer dans le labyrinthe de l'école d'ingénierie. Ces expériences l'avaient forgé en un homme de contraste, capable à la fois de création et d'annihilation. Des cendres de son service militaire était né un phénix, un empire de la construction de plusieurs millions de dollars que Jim avait construit de ses propres mains calleuses. Pourtant, le prix du succès était élevé, payé en monnaie de cauchemar et 4 années de thérapie éprouvante pour exorciser les démons qui le hantaient. Bien avant d'apprendre à manier les explosifs, Jim s'était tourné vers le ciel, obtenant sa licence de pilote. C'était une liberté que Kelly ne faisait jamais assez confiance pour partager, ses pieds solidement ancrés au sol même lorsque Jim planait au-dessus. Leur histoire d'amour avait commencé comme un conte de fées, un coup de foudre,
suivi d'une romance tourbillonnante et d'un mariage seulement 2 ans plus tard. Mais les contes de fées, comme Jim l'apprendrait, masquent souvent des vérités plus sombres. L'ascendance de Kelly était imprégnée de vieil argent, son nom de jeune fille, Moore, remontant au Mayflower lui-même. Pour sa famille, Jim n'était guère plus qu'un serviteur qui avait osé s'élever au-dessus de sa condition. Indifférent à leur mépris, Jim avait comblé Kelly des fruits de son labeur, une maison cossue à Cambridge, Massachusetts, avec un garage pour 4 voitures abritant une BMW étincelante. C'était une cage dorée, mais une cage tout de même. Leur famille avait grandi pour inclure 2 enfants, du moins c'est ce que Jim croyait. John, 21 ans, et son frère ou sa sœur de 19 ans étaient à l'université, leur éducation financée par le succès durement acquis de Jim. Il leur avait offert à chacun une toute nouvelle BMW, un contraste saisissant avec sa propre modeste camionnette GMC de 10 ans. Mais au fil des ans, la façade commença à se fissurer. Il y a 6 ans, un changement s'était produit, d'abord subtil, puis incontestable. Les enfants qu'il avait élevés avaient commencé à le traiter comme un étranger, leur allégeance étant clairement envers leur mère. Dans un retournement de situation qui aurait fait pleurer Shakespeare, Jim avait embauché John 8 ans plus tôt, croyant en lui un ami loyal. Les enfants s'étaient immédiatement attachés à lui, un fait qui portait maintenant une amère pointe d'ironie. C'était il y a 1 an que la vérité s'était effondrée, brisant le monde de Jim comme une boule de démolition à travers le verre. Kelly, dans un moment d'insouciance, avait laissé son email ouvert, une invitation à la boîte de Pandore que Jim ne pouvait résister. Alors qu'il parcourait la confession numérique, chaque mot était un poignard dans son cœur. La haine de Kelly envers lui n'était pas nouvelle. Elle était là depuis le tout début, un sentiment partagé par toute sa famille. La révélation qui suivit fut un coup de poing dans l'estomac. Les enfants qu'il avait aimés et élevés n'étaient pas les siens. Ils appartenaient à John, son supposé meilleur ami, une vérité qu'il connaissait depuis si longues années. La trahison était encore plus profonde. L'histoire de John et Kelly précédait son emploi, leur liaison étant une farce de longue date aux dépens de Jim. Son fils Rick et John se délectaient de leur tromperie, trouvant de l'humour dans l'ignorance de Jim. L'accord prénuptial, exigé par son beau-père au moment de leur mariage, planait désormais comme une bombe à retardement. Destiné à expirer dans 2 ans et demi après un quart de siècle de mariage, il contenait une clause d'infidélité promettant la ruine à tout tricheur. Dans son heure la plus sombre, Jim se tourna vers un ancien camarade militaire, Kevin. C'est Kevin qui le mit en relation avec Paul, un expert en surveillance qui deviendrait l'allié silencieux de Jim dans la guerre à venir. L'expertise de Paul transforma la maison de Jim en forteresse de renseignements. Chaque email, chaque appel téléphonique, chaque secret chuchoté était désormais dévoilé devant lui. La maison que l'amour avait construite était devenue un réseau de tromperies, avec Jim au centre. Sans l'intervention de Kevin, l'histoire aurait pu se terminer en tragédie. Il retint la main de Jim de la violence, plantant plutôt les graines d'une vengeance bien plus douce, une qui frapperait au cœur de ce que sa famille chérissait. Alors que Jim plongeait plus profondément dans le réseau de mensonges, il découvrit un complot qui aurait fait honneur à Machiavel. Son beau-père, le marionnettiste dans l'ombre, avait concocté un plan pour créer l'illusion que la société de Jim avait été financée par de l'argent familial. C'était un coup calculé, conçu pour ouvrir la voie à John pour s'emparer de l'empire que Jim avait construit de toutes pièces. Les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter avec une clarté écœurante. La candidature de John pour travailler dans l'entreprise, son image soigneusement cultivée en tant que plus proche confident de Jim, tout cela faisait partie d'une longue escroquerie élaborée, des années en préparation. Dans cette tanière de vipères, Jim se retrouva totalement seul, sauf pour les frères endurcis par la bataille aux côtés desquels il avait combattu il y a des années. Leur loyauté, forgée dans le creuset de la guerre, contrastait vivement avec les affections de circonstance de sa prétendue famille. Avec le temps qui passe, Jim enrôla Paul en tant que consultant informatique pour son entreprise. Sous couvert de sécurité réseau, Paul devint les yeux et les oreilles de Jim au sein de l'organisation, l'aidant à distinguer l'ami de l'ennemi en prévision de la tempête à venir.
Armé de connaissances et brûlant d'une rage silencieuse, Jim se donna 1 an et demi pour se préparer au divorce inévitable. C'était une leçon magistrale de tromperie. Il jouait le rôle du mari ignorant à la perfection, endurant un mariage sans amour tout en planifiant secrètement sa fuite. L'intimité physique qu'il chérissait autrefois devint une arme dans son arsenal. Jim intensifia ses rencontres, chaque contact imprégné d'une amertume que lui seul pouvait goûter. Il prenait un plaisir pervers en ces moments, sachant qu'il causait à Kelly une détresse émotionnelle. Avec une précision calculée, Jim envoyait John en fréquents voyages d'affaires, créant des fenêtres d'opportunité pour ces rencontres. C'était un jeu cruel d'échecs, avec le corps de Kelly comme échiquier et ses émotions comme pion. En public, les démonstrations d'affection de Jim devenaient de plus en plus grandioses, un spectacle soigneusement chorégraphié conçu pour humilier Kelly. Pendant ce temps, il menait discrètement des tests ADN qui confirmaient ses pires craintes. Les enfants qu'il avait élevés étaient biologiquement ceux de John. Alors que Jim dévoilait les couches de tromperie, il découvrait l'ampleur totale de leur plan. Après le divorce, John devait prendre le contrôle de l'entreprise, l'utilisant comme un moyen de continuer à exploiter et à embarrasser Jim. C'était un plan aussi ambitieux que impitoyable. Dans une manœuvre qui aurait fait honneur à Sun Tzu, Jim s'est tourné vers un concurrent. Sous le couvert du secret, il a vendu son entreprise à un prix réduit, faisant confiance à l'intégrité du concurrent malgré leur rivalité passée. C'était un risque calculé, mais un que Jim était prêt à prendre pour éviter que son œuvre ne tombe entre les mains de ces traîtres. Le cabinet d'avocats que Jim a engagé partageait son mépris pour son beau-père, une convergence d'intérêts fortuite qui se révélerait cruciale dans les batailles à venir. Ils l'ont guidé à travers le labyrinthe des manœuvres légales et financières nécessaires pour protéger ses actifs et se préparer à sa grande sortie. Avec leurs conseils, Jim a ouvert un compte bancaire privé et une ligne téléphonique, les premières étapes pour créer une nouvelle identité libre de l'héritage entaché de son passé. Ils ont également suggéré une ruse astucieuse, convaincre Kelly et les enfants de louer des voitures au lieu d'en acheter de nouvelles, un geste qui semblait généreux en surface mais qui servirait finalement les intérêts de Jim. Alors que les pièces de son plan se mettaient en place, Jim a commencé le processus laborieux de ranger sa vie. Chaque objet soigneusement rangé dans un hangar loué était un pas vers la liberté, une promesse d'un nouveau départ. Le rire qui autrefois le blessait profondément à la fois en face et dans son dos, alimentait désormais sa détermination. Jim a suggéré à Kelly qu'ils commencent à déclarer leurs impôts séparément et transfèrent la maison uniquement à son nom, officiellement pour des raisons fiscales. C'était une décision que sa famille soutenait avec enthousiasme, sans se douter qu'il dansait sur l'air de Jim. Le nouveau prêt hypothécaire, uniquement au nom de Kelly, était la pièce maîtresse de la stratégie de Jim. Sa nouvelle équipe juridique lui avait recommandé ce mouvement pour protéger son crédit, une suggestion en apparence anodine mais aux conséquences lointaines. Lorsque Kelly a exprimé le désir d'amélioration domiciliaire, y compris une piscine enterrée, Jim a vu une autre opportunité. Il lui a permis de satisfaire ses caprices, financé par un deuxième prêt hypothécaire à son nom. C'était un coup de maître, la moitié des fonds allait au changement qu'elle voulait, tandis que l'autre moitié trouvait discrètement son chemin vers le compte privé de Jim. Alors qu'il continuait à gérer toutes les factures, Jim a apporté un dernier ajustement à ses affaires. Il a modifié les bénéficiaires de son assurance, s'assurant qu'en cas de décès, les fonds iraient à des œuvres de charité plutôt que de remplir les poches de ceux qui l'avaient trahi. La vente de son entreprise s'est déroulée avec la plus grande discrétion, une transaction fantôme qui n'a laissé aucune trace. Les nouveaux propriétaires ont accepté de conserver tous les employés sauf John et ses complices, un détail qui a procuré à Jim une satisfaction sombre. En l'espace d'un an, tout était en place pour la grande sortie de Jim. Dans un geste d'audace à couper le souffle, il a proposé un voyage familial de 2 semaines en Europe, incluant les beaux-parents et le traître John. Dans leur dos, ils ont probablement moqué sa générosité, ignorant que c'était Kelly qui paierait finalement l'addition pour leur dernier sursaut. Alors que le plan de Jim approchait de son apogée, il a enchaîné une série de coups audacieux qui assureraient son avenir et scelleraient le destin de ceux qui l'avaient offensé. Avec la discrétion de sa formation de force spéciale,
Jim a acquis 150 acres de nature sauvage immaculée en Alaska. Ce sanctuaire isolé, accessible uniquement par avion, deviendrait sa forteresse de solitude. En exploitant son permis de pilote longtemps inutilisé, Jim avait trouvé un moyen de vraiment disparaître. Les plans pour une cabane hors réseau sur pilotis et un abri pour avions ont été mis en marche, avec une entreprise engagée travaillant sans relâche pour créer le nouveau havre de Jim. Reconnaissant le délai prolongé pour l'achèvement, il a couvert ses arrières en achetant également une modeste maison à Fairbanks. Cette propriété discrète, avec un grand garage de type grange, servirait de base temporaire de ses opérations. Un autre vétéran militaire, partageant le mépris de Jim pour les beaux-parents, est devenu un complice involontaire. Il a enregistré un nouveau camping-car à son nom, créant ainsi une autre couche d'obscurcissement dans le plan d'évasion soigneusement élaboré de Jim. Malgré la réticence de son ami, Jim a insisté pour le dédommager ainsi que d'autres qui avaient aidé sa cause, honorant le code de loyauté qui avait été si cruellement absent dans sa vie familiale. Alors que le jour de la rétribution approchait, Jim a exécuté une série de manœuvres financières avec une précision chirurgicale. Il a cessé tous les paiements de la maison, des voitures, des assurances et des services publics, tous au nom de Kelly. C'était un coût calculé qui laisserait son crédit en lambeaux tout en préservant le sien. Dans un élan de génie sournois, Jim a ouvert une boîte postale au nom de Kelly, redirigeant toutes les factures là-bas. Cela créait l'illusion qu'il gérait toujours leurs finances, une façade qui s'effondrerait spectaculairement à sa disparition. Le divorce imminent laisserait Kelly sans recours. Avec Jim au chômage, en raison de la vente secrète de son entreprise, il n'y aurait pas de pension alimentaire à réclamer. Les fonds de la vente avaient été soigneusement placés dans un compte offshore, ne laissant aucune trace à suivre. Alors que la famille se préparait pour leur escapade européenne, Jim mettait en place le décor pour son acte final. Il a inventé une urgence d'entreprise, feignant sa déception de devoir les rejoindre plus tard. Leur soulagement à peine dissimulé et leur bonheur à son absence n'ont fait que renforcer sa détermination. À la veille de leur départ, Jim a orchestré une dernière rencontre intime avec Kelly. C'était une performance digne d'un Oscar, passionnée, repoussant les limites, et finalement laissant en elle un mélange de plaisir et de malaise. C'était son cadeau d'adieu à John, une revendication finale d'un territoire envahi depuis longtemps. Au moment du départ de la famille pour l'Europe, Jim est passé à l'action. Il est retourné à la maison, la laissant grande ouverte, un geste symbolique de la vulnérabilité qu'ils avaient exploitée depuis si longtemps. Son ami Paul a rapidement enlevé tout l'équipement de surveillance, effaçant toute trace de l'opération de contre-espionnage de Jim. Avec une précision militaire, Jim a supervisé le chargement de ses affaires essentielles dans un camion de déménagement payé en espèces en direction de l'Alaska. Des vêtements, des outils, du matériel de pêche et des armes soigneusement rangées de ses jours militaires étaient tout ce qui restait de sa vie passée. Les meubles, comme tant d'autres choses, ont été laissés derrière, une coquille vide de la vie qu'il pensait connaître. Déterminé à ne laisser aucun indice sur son refuge en Alaska, Jim a méticuleusement retiré tout document mentionnant sa véritable destination. Le désintérêt de son fils Mike pour les activités de plein air avait involontairement aidé cette tromperie. Personne ne connaissait les fréquents voyages de Jim vers la dernière frontière. Pour maintenir l'illusion de la normalité, Jim a conservé son ancien compte téléphonique actif, prévoyant de le clôturer dans un mois. Il a laissé l'appareil à un collègue de confiance, lui demandant d'ignorer les appels de Kelly mais de passer occasionnellement des appels sortants, créant ainsi une piste numérique qui ne menait nulle part. Dans un dernier acte de chaos calculé, Jim a rendu visite à la maison de ses beaux-parents. En utilisant ses clés, il a allumé toutes les lumières et a accédé à l'ordinateur portable de Mike. Avec quelques frappes de touche, il a posté une invitation sur un site web universitaire, annonçant une fête d'une semaine à leur adresse. C'était une bombe à retardement d'exubérance juvénile, prête à exploser en leur absence. Reconnaissant la frugalité de ses beaux-parents et leur préférence pour John, Jim a exécuté un coup de grâce financier. Il a fermé tous les comptes bancaires et annulé les cartes de crédit associées à son nom et à celui de Kelly, un geste qui viderait $50 000 de leur coffre.
Avec toutes les pièces d'échecs en place, Jim a vendu son camion à un concessionnaire et, après un délai de 3 jours, a entrepris son voyage vers l'Alaska. Alors qu'il s'éloignait en voiture, il savourait le fait que sa femme, ses enfants, ses beaux-parents et son ancien meilleur ami étaient blissfully unaware of the storms that awaited their return. Jim a pris son temps pour traverser le pays, savourant les paysages et payant tout en espèces. Son itinéraire l'a conduit à Bellingham, Washington, où il a pris un ferry pour Valdez, en Alaska, avant de faire le dernier tronçon jusqu'à Fairbanks. Tout le voyage a été accompli sans avoir besoin d'un passeport, un fantôme glissant à travers les fissures de la société. Au moment où Jim est arrivé à Washington, Kelly et sa famille étaient rentrés de leur séjour européen pour trouver leur propriété en désordre. Dans un retournement ironique du destin, ils étaient plus préoccupés par leur maison saccagée que par l'absence remarquée de Jim. Ce n'est que ce dimanche, un jour après leur retour, que la police a commencé à s'enquérir de la localisation de Jim. Armé d'un document de procuration rédigé par ses avocats, Jim leur a informé qu'il se présenterait 2 semaines plus tard, veillant à ne pas révéler sa position. Le lundi suivant, Kelly a été servie de papiers de divorce citant son infidélité. Ce fut un coup de tonnerre venu de nulle part, pulvérisant son monde soigneusement construit. Jim avait envisagé de poursuivre John pour aliénation d'affection, mais la loi du Massachusetts, forgée par de nombreuses poursuites contre des politiciens de l'État, avait fermé cette voie de recours. Néanmoins, John et ses associés se sont retrouvés soudainement au chômage, victimes de l'accord de Jim avec les nouveaux propriétaires de l'entreprise. Alors que la poussière retombait, Kelly se retrouvait plongée dans un cauchemar financier d'une ampleur épique. Ses comptes bancaires étaient à sec, les créanciers tournoyaient comme des vautours, et ses voitures de luxe étaient reprises sans cérémonie. Les services publics de leur maison autrefois immaculée ont été coupés, les laissant littéralement dans le noir. Les impôts fonciers et les 2 prêts hypothécaires restaient impayés, obligeant Kelly et ses enfants gâtés à chercher refuge dans l'hôtel de ses parents. Les puissants étaient bel et bien tombés. Des BMW aux voitures de location, d'un manoir cossu à des chambres d'hôtel exiguës. La descente aux enfers de la famille Moore fut aussi rapide que humiliante. John, l'architecte de tant de misère, s'est retrouvé à mendier auprès des parents de Kelly pour une voiture de location, ses grands projets s'effondrant autour de lui. Dans leur désespoir, Kelly et sa famille ont engagé des détectives privés pour retrouver Jim, tandis que ses avocats menaient une bataille perdue pour retarder les procédures de divorce. Mais Jim avait couvert ses traces trop efficacement, et les rouages juridiques qu'il avait mis en marche étaient implacables. Au fur et à mesure que l'affaire avançait, elle attirait l'attention du public, alimentée par les détails croustillants qui émergeaient. Les résultats des tests ADN confirmant la paternité des enfants et des vidéos explicites ont fini par se retrouver en ligne, exposant au grand jour les secrets de famille. Des enregistrements audio ont révélé la liaison de longue date, la complicité de la famille et leur plan néfaste pour ruiner Jim et s'emparer de son entreprise. Mais les révélations ne se sont pas arrêtées là. Des vidéos et des enregistrements audio ont émergé, exposant les agissements plus sombres de la famille, des pots de vin à des politiciens et des fonctionnaires, des maltraitances envers des personnes honnêtes, et un mépris général pour la classe moyenne qu'ils avaient si bien dupée. Le nom de la famille Moore, autrefois synonyme de vieille fortune et de respectabilité, était désormais traîné dans la boue. Les procédures de divorce ont pris une tournure inattendue lorsque le juge désigné a dû se récuser, révélé comme l'un des fonctionnaires corrompus dans les documents divulgués. Ce fut un dernier, délicieux coup de poignard dans la chute de grâce de la famille Moore. Tout au long de cette période tumultueuse, Jim a tendu la main à ses enfants, espérant contre toute attente qu'une étincelle d'amour familial subsiste. Mais ces avances furent accueillies par un silence de pierre, un rappel douloureux de la profondeur de leur trahison. 5 ans passèrent, et la nouvelle vie de Jim en Alaska avait pris racine. Il avait trouvé une paix dans la nature sauvage qui lui avait échappé pendant des décennies. Son corps, sculpté par les rigueurs de son nouveau mode de vie, était plus mince et plus fort qu'il ne l'avait été depuis des années. Une barbe fournie et de longs cheveux gris complétaient sa transformation, le rendant presque méconnaissable pour ceux qui l'avaient connu auparavant. Le destin, cependant,
avait encore un rôle à jouer dans ce drame. Une affaire professionnelle ramena Jim à Boston, dans les rues même où sa vieille vie s'était effondrée. Sur un coup de tête, il décida de visiter un restaurant que sa famille d'autrefois fréquentait. Alors qu'il était assis au bar, sirotant une boisson, il les vit entrer, inconscient de sa présence. Ils passèrent devant lui sans un regard, leurs visages marqués par les lignes de soucis et d'amertume que les années avaient creusées. Dans un moment d'humour noir, Jim demanda au serveur d'envoyer une bouteille de champagne à leur table. Le geste les plongea dans la confusion, leurs yeux parcourant le restaurant à la recherche de leur bienfaiteur. C'est Kelly qui fit enfin le lien. Ses yeux s'élargirent de surprise en reconnaissant Jim, et elle poussa un cri qui attira les regards dans tout le restaurant. « Oh mon Dieu, espèce de salaud !» Les mots restaient en suspens dans l'air, chargés de 5 ans de rage et d'humiliation refoulée. John, toujours bouillant, se leva d'un bond et se précipita vers Jim. Mais les années passées dans la nature sauvage de l'Alaska avaient aiguisé les réflexes de Jim. Avec un coup bien placé, il envoya John s'étaler. Lorsque le fils de John tenta d'intervenir, Jim le maîtrisa avec une aisance acquise, veillant à ne pas causer de dommages graves. Kelly, le visage déformé par la fureur, déversa un flot d'insultes, accusant Jim d'avoir ruiné sa famille. L'ironie de ses paroles ne lui échappa pas alors qu'il se tenait là, calme au cœur de la tempête qu'il avait déclenchée. L'arrivée de la police apaisa momentanément la situation. Jim, anticipant des ennuis, avait eu la prévoyance de faire contacter son avocat par le serveur. Les enregistrements vidéo racontaient une histoire qui contredisait les accusations hystériques de la famille, Jim envoyant calmement du champagne, engageant la conversation, et ne se défendant que lorsqu'il était attaqué. Sans la préparation de son avocat et la prévoyance de sécuriser des copies des enregistrements vidéo, Jim aurait pu se retrouver à la merci d'un système judiciaire encore influencé par son ex-beau-père. Au lieu de cela, il sortit libre, laissant sa famille d'autrefois mijoter dans leur rage impuissante. Plus tard dans la soirée, le téléphone de sa chambre d'hôtel sonna. C'était Kelly, demandant une rencontre. Méfiant mais curieux, Jim accepta de la retrouver dans le hall, veillant à ce que leur conversation soit enregistrée. Dans le vaste hall d'hôtel, sous l'éclat impitoyable des lustres, Kelly fit face à Jim. Partie était la beauté dorée qu'il avait autrefois adorée, remplacée par une femme vieillie au-delà de ses années par l'amertume et la défaite. Sa voix, autrefois mélodieuse à ses oreilles, lui semblait maintenant insupportable alors qu'elle exigeait de savoir pourquoi il avait détruit sa famille. Jim la regarda avec un mélange de pitié et de mépris. Avec un calme détachement, il révéla sa connaissance de leur complot contre lui, expliquant qu'il avait simplement agi en premier. Il parla de l'affaire avec John, se demandant pourquoi elle l'avait épousé si elle le détestait dès le départ. La réponse de Kelly fut glaçante dans sa cruauté décontractée. « Ce n'était rien de personnel, dit-elle, comme si elle discutait d'une transaction commerciale qui avait mal tourné. Elle parla du plaisir qu'elle avait trouvé à le manipuler, du plaisir qu'elle tirait de sa liaison continue avec John. Lorsque Jim lui demanda pourquoi elle ne l'avait pas simplement divorcé en rencontrant John, sa réponse dévoila l'ampleur de son avidité. « C'était amusant au début, dit-elle, les yeux froids. Et je voulais m'assurer d'obtenir tout. » Jim absorba ses paroles en silence, la dernière pièce du puzzle s'emboîtant en place. Sans un mot de plus, il se retourna et s'éloigna, laissant Kelly seule dans le hall, une reine détrônée, entourée des ruines de son empire. Le lendemain, Jim embarqua dans un avion de retour en Alaska, vers la paix et la solitude qu'il s'était forgée. Alors que l'avion décollait, il s'accorda un léger sourire. Il les avait laissés se débattre avec la dévastation qu'il avait causée, leur vie, leur crédit, leurs finances, leur fierté et leur réputation étaient tous en lambeaux. C'était, réfléchit-il, une vengeance bien plus satisfaisante que tout acte de violence aurait pu l'être. Dans l'immensité sauvage de l'Alaska, Jim trouva non seulement l'évasion, mais aussi la rédemption. Le rappel constant de sa présence qu'il avait laissée à son ancienne famille s'estomperait avec le temps, mais la leçon resterait. Quant à Jim, il attendait avec impatience le reste de sa vie, libéré des chaînes de la trahison et de la tromperie,
enfin maître de son propre destin. Si vous avez aimé les histoires, montrez-nous votre soutien en laissant un commentaire et en appuyant sur le bouton « J'aime ». Merci et à demain.